Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la cordiale bienvenue à notre webinaire Logement et prêt, comment réaliser vos projets d'achat ou de construction. Je me présente, je m'appelle Sandrine Duvoisin, je suis responsable de la clientèle privée chez Retraite Populaire et je suis accompagnée aujourd'hui de Brian de Romand d'énergie pour la partie rénovation énergétique. Voilà. Quel sera le déroulement de notre webinaire ce jour? Nous allons parler de l'évolution de l'immobilier et des prix, les différents types de propriétés. On va également aborder comment financer votre bien immobilier. On prendra pour ça un exemple concret. On parlera de l'amortissement de la dette hypothécaire. On parlera également de notre politique de taux hypothécaire chez Retraite Populaire et des différentes solutions que l'on propose à notre clientèle. Et Brian de Romand d'énergie abordera le thème « Comment réussir la rénovation énergétique de votre maison ». Quelques mots sur Retraite Populaire. Nous sommes experts dans l'assurance vie, dans la prévoyance professionnelle, dans l'immobilier, dans la gestion de caisse de pension et bien évidemment dans la partie des prêts hypothécaires, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes une entreprise vaudoise de droit public sans but lucratif. Ce qui est important de savoir, aujourd'hui, nos conseillers ne sont pas rémunérés à la commission, ce qui va vous permettre d'avoir un conseil neutre par rapport à votre situation de vie et à votre situation financière lors de votre achat de biens immobiliers. Retraite Populaire a 4 valeurs. Les 3 premières, je vais en parler rapidement, fiabilité, proximité, responsabilité, elles existent déjà depuis un certain temps. Et notre dernière valeur qui est arrivée l'année dernière est l'efficience. L'efficience, on s'est reposé les bonnes questions par rapport à tous les processus aujourd'hui que nous avons en frais de retraite populaire en se disant où c'est qu'on peut être plus rapide, plus concret et de cette manière amener un service encore supplémentaire à notre clientèle. Retraite Populaire, c'est également un partenaire local qui est à votre côté. Aujourd'hui, on sponsorise énormément d'événements au sein de la population vaudoise. On est effectivement 100% vaudois. On assure 200 000 assurés aujourd'hui dans le canton par nos différentes caisses de pension et on a plus de 110 ans d'expérience. Maintenant, je vais plutôt arriver dans le vif du sujet, l'immobilier. Je vous ai mis ici un graphique qui vous montre clairement l'évolution des prix de l'immobilier. On le constate, depuis 2013, on a une forte évolution des prix, encore plus accentuée depuis 2020 jusqu'à 2021. Effectivement, la crise sanitaire a passé par là et a aidé à avoir cette augmentation des prix au niveau de l'immobilier. Si je prends maintenant au niveau purement des logements, de quelle manière ils sont occupés par les Suisses, si on se compare à nos pays européens, on est vraiment un pays de locataires. On le voit, on a 57% de locataires. C'est dû à plusieurs raisons. La première, on l'a vu, les prix actuellement sont assez chers, sont hauts. On a également, la Suisse a un modèle de financement où il faut 20% de fonds propres, ce qui est important. On a 10% qui doivent absolument provenir de votre épargne personnelle. Et ces 10%, il faut pouvoir les épargner. Vous verrez dans l'exemple suivant, on est vite à 100 000 francs et puis pour des jeunes aujourd'hui, c'est parfois difficile de pouvoir encore épargner par rapport à déjà les charges fixes qui existent. Et puis la dernière chose qui est aussi une difficulté pour nous de devenir propriétaire, c'est qu'on a des terrains qui deviennent rares et on a vu ces prix qui augmentent puisqu'il y a une forte demande mais peu d'offres sur le marché actuellement. Si maintenant je compare la Suisse romande, comme je vous l'ai dit auparavant, on a une forte hausse des prix sur ces 20 dernières années, en particulier cette dernière année. Alors effectivement, ce qu'on a pu constater avec la crise sanitaire, il y a eu en fait des habitudes qui ont été changées par les personnes. On constate qu'on a voulu avoir un bien plus grand. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un bureau pour faire du télétravail. On a aussi besoin de plus d'espaces verts, de terrasses, de jardins pour que les enfants puissent aller s'aérer pendant ce confinement. Et puis aussi, on a constaté qu'avant, on avait une tendance à être plutôt dans les centres urbains. Et maintenant, cette tendance a finalement
de nouveau, on repart sur la campagne où on est près des forêts pour pouvoir aller s'aérer un moment lorsque nous sommes en télétravail. La dernière chose, effectivement, on est tous revenus à peu près à une vie, pas normale, mais une vie où on est plus présent au bureau, mais les entreprises ont maintenant compris qu'elles pouvaient laisser du télétravail à ces employeurs, leur faire confiance. Donc finalement, le problème du trajet devient moins important qu'il y a quelques années où on se concentrait plutôt sur la partie urbaine. Maintenant, je vais aborder les 3 types de propriétés différentes que vous retrouvez. La propriété individuelle, effectivement, celle-ci, c'est peut-être le seul propriétaire, le seul à assumer finalement l'entretien de votre bien, les dommages qu'il pourrait avoir, et aussi toute la partie financière des intérêts hypothécaires que vous devriez payer à l'établissement financier. La propriété commune, celle-ci, en fait, vous êtes propriétaire en commun. C'est très souvent en fait des voiries, donc vous êtes tous, on va dire, comment je pourrais vous dire ça, vous êtes tous responsables en fait solidairement ensemble de la dette. Et puis si une fois à un moment donné vous voulez vendre votre bien hypothécaire, à ce moment-là vous devriez avoir l'accord de tous les autres parties de cette propriété commune. Donc un peu plus difficile à effectuer dans la pratique, et vous êtes surtout responsable au niveau des dommages, des intérêts que vous allez payer également. La dernière forme de copropriété, la copropriété, est très souvent en fait une PPE. Ça, c'est vraiment le type le plus connu de copropriété. Alors celle-ci, en fait, elle va s'inscrire au registre foncier sous forme de minième par rapport à ce que vous allez détenir dans la partie commune de cette copropriété. Et puis, en fait, vous aurez chacun la responsabilité de cette partie commune pour les mêmes choses qu'avant, les dommages. Par contre, la partie, je dirais, charge des intérêts concerne que votre appartement à vous, votre bien immobilier à vous, où là, vous aurez à payer les intérêts hypothécaires. Si je prends au niveau de l'état civil, maintenant pour un couple marié, la plupart des couples mariés vont choisir la copropriété et sera en fait propriétaire à 50% chacun. Tout ceci est toujours notifié auprès du registre foncier. Je prends un exemple, alors 50-50. Maintenant, il y a certains couples qui se marient, puis ils achètent un bien immobilier et madame amène par exemple 70% et monsieur le 30%. Vous pourriez très bien dire, madame est copropriétaire à 70% et monsieur à 30%. Par contre, au niveau de l'entretien du bien et des dommages qu'il pourrait avoir le bien, vous êtes solidairement responsable, ainsi qu'auprès de l'établissement financier qui vous octroie le prêt hypothécaire. Donc ça, c'est vraiment important à le savoir. Si je prends par contre les concubins, aujourd'hui, beaucoup de personnes achètent des biens immobiliers lorsqu'ils sont concubins. Un conseil qu'on peut vraiment donner, c'est de faire un contrat de concubinage. Ceci, en fait, pourra vous régler toutes les parties, toutes les situations en cas de séparation ou malheureusement en cas d'essai d'un des deux concubins. Pour les partenaires enregistrés, en fait, ce sera exactement, la protection sera similaire à des couples mariés. Maintenant, je vais arriver plutôt aux différents types de projets et aux différents contrats qui existent aujourd'hui sur le marché. Lorsqu'on parle de vente à terme clé en main, vous allez d'abord avoir un paiement d'acompte à payer entre 5 et 20% lors de la signature de l'acte de vente. Le solde du paiement, en fait, se fera lorsqu'il y aura la livraison du bien immobilier. En général, aucun financement hypothécaire nécessaire au départ, puisque ça fait partie de vos fonds propres que vous allez payer chez le notaire. Ensuite, sur cet achat de clé en main, vous aurez 5% à payer de frais de notaire sur la totalité qui correspondent en fait à la création de la cédule hypothécaire et aux différents honoraires que le notaire va prélever lors de cet achat. A contrario, l'acquisition en cote par terrain, c'est que vous allez acheter directement le terrain sans projet
sous forme de millième dès le départ, donc auprès aussi du notaire. Ça aussi, ça varie. Ça peut aller jusqu'à 20% en fait du prix total de l'objet. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez des frais d'achat beaucoup plus bas. Donc, ils ne seront pas à 5%, mais uniquement sur la partie du terrain où il y aura la création de la cédule hypothécaire et les autres frais de notaire que vous aurez. Donc, si vous avez la possibilité, ça peut être quelque chose d'intéressant de partir en code par terrain. Vous aurez également dans l'avancement des travaux, vous aurez des acomptes à payer selon ce qui va se faire au fur et à mesure de la construction de votre bien. Les contrats maintenant. Le contrat d'entreprise générale, alors là, c'est lorsqu'une entreprise est responsable de construire le bien de A à Z pour un prix forfaitaire qui est déterminé au départ. Les avantages, c'est que vous avez un budget précis, sans surprise, parce que les plus-values sont en général budgétisées. Le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire vous pouvez choisir tous les aménagements qu'il y a à l'intérieur. Par contre, les gros travaux seront effectués par l'entreprise générale et seront fixes, tels que les murs au niveau de la construction. Le but recherché avec ces contrats d'entreprise générale, c'est la simplification du projet. C'est également standardiser et gagner du temps et un prix en général plus bas. Vous aurez ici des versements par acompte à payer, effectivement, comme je vous l'ai noté. Ces versements se feront au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seront édités dans le contrat d'entreprise générale pour chaque moment clé de votre construction. Au niveau de l'établissement financier, ce type de contrat est assez particulier parce que l'établissement financier, c'est-à-dire retraite populaire, si on vous finance en crédit de construction, en prêt hypothécaire pour ce genre de contrat, devront vérifier que le paiement que vous payez à l'entreprise générale va bien en fait à l'entreprise finale, l'artisan, le menuisier, le charpentier, afin d'éviter ce qu'on appelle les hypothèques légales. A contrario, le mandat d'architecte, là, vous avez tout le loisir de choisir vous-même avec l'architecte les plans de la construction de votre bien immobilier. Le plan financier sera établi également avec l'architecte sous forme en fait de soumission. Vous allez faire tout le travail où l'architecte va faire ce travail de soumission d'offres à tous les artisans. Et ensuite, au fur et à mesure que les travaux avanceront dans votre maison, un bon de paiement sera fait aux artisans, aux entreprises que vous avez choisies. Ça demande également aussi de la part de l'institut financier de bien vérifier également les bons de paiement, mais avec moins de risques que le contrat d'entreprise générale. Voilà, maintenant j'arrive à comment financer mon bien immobilier. On va parler des fonds propres et de la construction, le financement d'emprunt hypothécaire. Ici, vous avez votre maison. Si on prend, vous avez le socle avec les 20% de fonds propres, dont 10%, et ça j'insiste, doivent provenir de votre épargne personnelle. On verra après l'épargne personnelle sous quelle forme elle peut être admise. Et 10 autres pourcents peuvent provenir, si vous le désirez, de votre caisse de pension. Maintenant, c'est le minimum. Si par contre, vous désirez mettre plus de fonds propres, il n'y a aucun souci, vous pouvez toujours mettre 30-40% selon votre situation également financière en termes de revenus. Là, ici, on voit qu'il y a une hypothèque en premier et deuxième rang. Là, c'est uniquement pour un calcul, on va dire, interne auprès de Retraite Populaire et de la plupart des établissements financiers. Par contre, Retraite Populaire va financer toujours uniquement en premier rang avec un taux unique pour sa clientèle. Donc, maximum de 80%, dans notre cas, ce serait sur un achat d'un prix d'1 million, vous auriez 800 000 au maximum de prêts hypothécaires. À ceci, il ne faudra pas oublier d'ajouter les 5% de frais immobiliers, mais j'y reviendrai plus tard. Ces fameux 10% d'épargne personnelle, comment elle peut être, de quelle source elle peut provenir? Alors, il y a une source de vos avoirs bancaires qui peut être votre compte épargne, votre compte de liquidité, également la partie des titres, si vous possédez des fonds de placement. L'avoir de troisième pilier, ça concerne tout ce qui est compte bancaire, troisième pilier A,
ou la valeur de rachat d'une assurance vie, troisième pilier lié. Concernant l'assurance vie, c'est si vous aviez une assurance vie dite 3B, on pourrait prendre également la valeur de rachat en compte pour les fonds propres au niveau personnel. Et ça peut être aussi également toute la partie donation, très souvent aujourd'hui. Comme on l'a vu auparavant, ce n'est pas évident pour des jeunes d'avoir 100 000 francs d'épargne. Très souvent aujourd'hui, les parents qui sont peut-être déjà propriétaires augmentent leur prêt hypothécaire pour pouvoir dégager des liquidités et donner à leurs enfants et qu'ils aient cette possibilité de devenir propriétaires à leur tour. Pour ce qui concerne les autres 10%, comme je vous disais, ça peut être des avoirs du deuxième pilier. Il y a très souvent des questions qui arrivent lorsque l'on décide de devenir propriétaire par rapport à le retrait de la caisse de pension ou le nantissement de votre caisse de pension. Par rapport aux prestations de retraite que vous aurez, si vous retirez de votre caisse de pension, en général, votre retraite va également baisser en conséquence. Ça peut être entre 10 et 20, 30% selon votre âge, selon le montant du retrait. Ce qui est important là, ce sera toujours de bien vérifier auprès de votre caisse de pension et de demander une simulation à votre caisse de pension avant retrait ou après retrait pour l'encouragement à la propriété et pouvoir de faire, comme ça vous aurez l'occasion de comparer les deux. Le nantissement, lui, par contre, il n'y aura aucune incidence sur la rente de votre retraite. En ce qui concerne les prestations décès invalidité, donc décès, c'est tout ce qui est rente de veuve et rente d'orphelin, et les rentes d'invalidité et rentes d'invalidité pour enfants. Là, à ce moment-là, c'est identique. Ces rentes vont baisser selon, de nouveau, le plan de prévoyance de votre caisse de pension que votre employeur a choisi. Là aussi, demandez toujours à votre caisse de pension les incidences pour vous lors d'un retrait de deuxième pilier. Le nantissement, par contre, aucune incidence. Une chose importante, lorsque vous faites un retrait de deuxième pilier, il y aura une imposition lorsque vous retirez cet argent. Sur 100 000 francs, je prends un exemple en coupe de Lausanne, 100 000 francs, il y aura un impôt à peu près de 6 000 francs à payer. Ces 6 000 francs, vous devrez les avoir sous forme de liquidité, ils ne sont pas compris dans votre plan de financement et dans vos fonds propres. Le nantissement, lui, il n'y aura aucun impôt à payer. En ce qui concerne les intérêts hypothécaires, par contre, ici, vu que votre hypothèque sera plus basse parce que vous avez retiré votre caisse de pension, à ce moment-là, vous aurez moins de paiements au niveau des intérêts hypothécaires, moins de charges. Par contre, vous pourrez moins déduire fiscalement puisqu'aujourd'hui, les intérêts hypothécaires sont déductibles fiscalement. Le nantissement, plus d'intérêts, plus de charges hypothécaires à payer. Par contre, à contrario, vous pourrez plus déduire fiscalement cette charge. Et un point, je dirais, principal et très important, le rachat de la caisse de pension. Si, je prends l'exemple, vous êtes devenu propriétaire, vous avez fait un retrait, dans 10 ans, vous héritez d'une somme importante et vous désirez en fait faire un rachat dans votre caisse de pension. Si vous avez opté pour un retrait, vous devez d'abord rembourser ce montant et ensuite vous pourrez effectuer des rachats. Alors que si vous aviez vous aviez pris l'option du nantissement, à ce moment-là, vous pouvez tout de suite faire des rachats. Une chose est sûre, en conseil qu'on peut donner ou que je vous donne, si vous avez la possibilité et que vous avez les revenus nécessaires, l'option du rachat de la caisse de pension, l'option du nantissement de la caisse de pension reste plus intéressante pour vous. Comment en fait, on fait l'évaluation du bien au niveau de retraite populaire pour l'immobilier. Nous partons sur la méthode hedoniste. Qu'est-ce que c'est en fait? Nous allons prendre toutes les dernières transactions qui ont été effectuées dans votre région et là, ça va nous donner une valeur de votre prix au mètre carré. On rentre toutes les données de votre maison et on aura une valeur du marché. Si la valeur qu'on a au niveau de l'estimation est au-dessus du prix d'achat, à ce moment-là, vous devrez ramener des fonds propres supplémentaires. Par contre, si elle est égale ou en dessus, pardon, je me suis trompée, excusez-moi, si elle est en dessus du prix d'achat, votre financement à 80% peut être envisagé. Par contre, s'il est en dessous, vous devrez amener des fonds propres supplémentaires.
Je passe maintenant avec un exemple concret. Une famille avec 2 jeunes enfants, des revenus de 242 000 francs en prix d'achat de la maison de 1 350 000. Nous allons voir la capacité financière et les possibilités d'amortissement. Pour une fois, c'est madame qui a une activité à 100%, monsieur à temps partiel. On voit ici la part des revenus avec l'activité accessoire à la location familiale et la fortune disponible pour l'encouragement à la propriété. Dans mon cas de figure, on arrive sur un prix d'achat d'1 350 000, des fonds propres de 350 000 parce que les clients n'ont pas voulu retirer leur caisse de pension ni la nature et ils n'avaient pas besoin puisque leurs revenus sont assez importants pour couvrir cette charge théorique. La charge théorique, c'est 5%. L'amortissement, il doit être fait sur une durée maximum de 15 ans, donc là, 14 400 francs. Et on a des frais d'entretien théoriques de 1% de la valeur du bien. Ici, nous arrivons à 77 900 francs de frais total théoriques. Ce que je vous disais avant, n'oubliez pas toujours d'avoir des liquidités pour les 5% des frais d'achat. La capacité financière, comment on la calcule? C'est les fameuses charges hypothécaires théoriques de 77 900 qu'on divise par les revenus de 242 000 francs. Dans notre cas, nous arrivons à un ratio de 32%, donc qui est tout à fait faisable auprès de retraites populaires. Les charges effectives, là, j'arrive à un loyer de 2 615 francs par mois en prenant un taux d'intérêt de 1,1% que vous retrouvez sur notre site internet. L'amortissement et les frais d'entretien, 6 000 francs, parce que c'est vrai qu'au début, si vous achetez quelque chose de neuf, les frais d'entretien sont en général plus bas que ces fameux 1% de la valeur. L'amortissement. Alors, l'amortissement direct, qu'est-ce que c'est? C'est que d'un côté, la dette hypothécaire diminue. Par contre, dans cette situation, vos impôts vont augmenter. L'amortissement indirect, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des clients choisissent ce type d'amortissement. La dette hypothécaire reste constante, vos impôts aussi, mais de l'autre côté, vous constituez une épargne, l'amortissement, via une assurance police de troisième pilier liée qui va vous permettre de faire de l'épargne, qui va vous permettre une déduction fiscale jusqu'à un maximum de 6 883 francs par année. Dans le cas de figure, vous pourriez faire même la totalité, soit environ 13 000 francs, sous forme de déduction fiscale. Et en même temps, vous pourrez surtout rajouter du risque d'invalidité, décès et du risque d'essai et d'invalidité qui va en fait vous permettre de vous mettre à l'abri de vous et vos proches en cas de soucis ou de coups durs lorsque vous avez acquis un bien immobilier. Les taux hypothécaires, le marché, comme on constate, on est au plus bas de nouveau historiquement. Par contre, à contrario, comme je vous l'ai dit avant, on a les prix de l'immobilier qui ont pris l'ascenseur sur ces 20 dernières années. Notre politique des taux hypothécaires aujourd'hui, il faut savoir que vous allez les retrouver sur Internet. On a un principe de mutualité avec un taux différencié qui va être en fait selon votre profil d'investisseur, qui est la valeur de la maison et votre dossier personnel financier. On peut également utiliser la partie de crédit de construction lorsqu'on a en achat, par exemple, d'une maison par un mandat d'architecte. Ce qui est important de savoir, au niveau de retraite populaire, nos avantages aujourd'hui pour les prêts hypothécaires. Vous n'avez aucun frais de dossier. On a la possibilité de faire des crédits de construction avec pour vous une promesse de consolidation partielle et vous pouvez à tout moment, en cours de construction, partir sur un taux fixe. On a ce qu'on appelle pas de forward pour un taux fixe, donc il n'y a pas le taux que vous allez fixer aujourd'hui dans une année maximale sera également celui que vous retrouvez sur notre page Internet. Ça, c'est un avantage très important pour toutes les résidences secondaires et principales. Lors de la vente de votre bien immobilier, Retraite Populaire ne met aucune pénalité. Effectivement, Retraite Populaire est en fait un partenaire flexible et qui cherche toujours la créativité par rapport à sa clientèle et les besoins du marché. Et ça en fait partie. On a mis ceci en place depuis mi-juin, cette possibilité de ne plus avoir de pénalité lors d'une vente d'un bien immobilier. Et nous avons la possibilité de financer jusqu'à 90% des caisses de pension. Voilà, je crois que mon temps est coulé. J'ai été assez rapide, mais on reviendra après pour toute la partie questions. Et puis, je cède maintenant la parole
à Brian de Romande Énergie pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Sandrine. Voilà, donc à mon tour d'échanger maintenant un peu avec vous. Donc moi, je vais parler de la rénovation énergétique de votre maison. Peut-être que vous venez d'acheter un bien, comme vient de l'expliquer Sandrine, et puis que vous aimeriez rénover peut-être cette maison. Donc on va parler un petit peu de ça. Je vais vous expliquer comment on commence un projet de rénovation, quels sont les outils à utiliser en premier, et puis quelles sont maintenant les technologies en fait qu'on utilise pour rénover un bien immobilier. Donc tout d'abord, moi j'aimerais vous présenter le certificat énergétique cantonal des bâtiments. On l'appelle aussi le CECB. Si vous venez d'acheter un bien immobilier sur le canton de Vaud, sur le canton de Fribourg par exemple, vous avez dû normalement recevoir un certificat énergétique cantonal des bâtiments, le CECB, qui vous permet en fait d'avoir une note énergétique sur votre bâtiment. C'est la même chose quand vous allez acheter un électroménager ou une voiture. On classe ces appareils avec une note d'efficacité énergétique allant de A à G. Et c'est la même chose pour les bâtiments, l'immobilier aujourd'hui que nous faisons lorsque vous achetez un bien immobilier. Il faut savoir que ce CECB, il existe sous deux formes, le CECB, le certificat standard, et le CECB+. Le CECB+, en fait, c'est un rapport conseil qui va vous permettre d'identifier les points faibles de votre maison et de savoir comment vous pouvez rénover votre bâtiment pour devenir meilleur énergétiquement et le ramener vers les normes actuelles. Il faut savoir que le CECB+, il est subventionné par le canton de Vaud à hauteur de 1 000 francs pour la prestation. Euh, c'est très simple, c'est assez simple. Un expert en fait se rend sur place sur le site et va venir faire une analyse détaillée de votre bâtiment et ensuite il va vous rendre un rapport conseil. Et puis dans ce rapport conseil, vous aurez les points faibles qui sont identifiés, les montants pour rénover votre bien immobilier, les montants de subvention et aussi une planification des travaux. Donc c'est vraiment un échange que vous allez pouvoir faire avec un expert énergétique sur votre bâtiment. Si vous souhaitez chercher un expert qui habite dans votre région, vous pouvez aller sur le site cecb.ch. Le lien se trouve sous le logo CECB. Vous recevrez la présentation. Vous pourrez cliquer sur ce lien. Mais sachez également que Romande Énergie a un panel d'experts certifiés qui peut se rendre chez vous et vous faire éventuellement une offre pour réaliser un CECB+. Maintenant, quand on parle de CECB+, on va évidemment parler d'efficacité énergétique et de comment est-ce que je peux chauffer ma maison d'une meilleure manière si j'ai un chauffage encore aux énergies fossiles comme le gaz ou le mazout. Donc pour ça, j'ai décidé de vous présenter les solutions qu'on installe aujourd'hui couramment, que sont les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, nous avons deux modèles principaux, les pompes à chaleur RO et les pompes à chaleur dites à géothermie. La pompe à chaleur RO va chercher l'énergie dans l'air ambiant, tandis que la pompe à chaleur à géothermie va chercher son énergie dans le sol. La grande différence, c'est que la température qui est dans le sol est beaucoup plus constante au long de l'année. Par contre, il faut faire des forages, donc c'est un système qui est un peu plus coûteux, mais on a des rendements qui sont un peu meilleurs qu'une pompe à chaleur RO. Maintenant, il faut savoir, c'est qu'on installe des pompes à chaleur en fonction de la nature de votre projet, où est-ce que vous habitez, l'altitude. Il y a toutes ces variables qui sont prises en compte par l'expert, l'installateur en fait de la pompe à chaleur. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus techniquement comment ça fonctionne une pompe à chaleur, je vous recommande de lire le livre blanc de Romande Énergie que vous trouverez sous la pastille Tout savoir sur la pompe à chaleur. Maintenant, ceux qui ont envie d'estimer rapidement le coût d'une pompe à chaleur pour leur bien immobilier, je vais vous présenter mon outil Mon Devis Pompe à chaleur. Donc, c'est un outil très simple qui va vous permettre finalement en quelques clics de estimer le coût que vous allez pouvoir avoir sur votre bien immobilier. Donc, vous pouvez cliquer sur le, voilà exactement, merci, obtenir un devis. Voilà, rentrez votre adresse dans l'outil. Localiser directement votre bien immobilier. Vous pouvez choisir le type de maison. Est-ce que c'est une maison familiale, mitoyenne ou un immeuble? Là, on va prendre une maison mitoyenne pour l'exemple. Elle est au niveau de 2. L'année de construction est de 1981. Quelle surface en fait de ma maison est chauffée? On va mettre 240 mètres carrés. Le nombre d'habitants, c'est aussi important. Donc là, on va mettre 4. On a une maison mitoyenne de deux appartements. Le type de chauffage, donc quel type de chauffage actuellement? Est-ce que c'est un chauffage électrique? Est-ce que c'est un chauffage au mazout? Est-ce que c'est un chauffage à gaz? Aujourd'hui, la maison est chauffée avec du gaz, par exemple.
Le système d'eau chaude, parfois, il faut savoir qu'on peut avoir un système de chauffage qui n'est pas nécessairement combiné avec l'eau chaude sanitaire. L'eau, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, c'est avec le chauffage que nous produisons l'eau chaude sanitaire. Le système de distribution, est-ce que vous avez des radiateurs? Est-ce que vous avez un chauffage par le sol? Il existe aussi des types combinés. Aujourd'hui, le système de distribution, c'est un chauffage au sol. Donc, c'est assez simple, c'est assez rapide. Maintenant, on va procéder à l'analyse du système de chauffage directement. Là, on va aller directement dans la fenêtre où on a déjà fait la petite analyse pour gagner un petit peu de temps et éviter de devoir compléter l'ensemble des documents. Si on y arrive, peut-être que Lucie, voilà, juste en haut, c'est l'autre. Qui est à gauche, non, non. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc là, c'est la page en fait sur laquelle vous allez vous retrouver. Donc, comme je le disais, on va se retrouver avec un type RO ou un type géothermie. Vous voyez tout de suite, hein, l'investissement n'est pas le même. La RO, on est aux alentours de 25 000 francs, tandis que l'investissement pour une géothermie, on est aux alentours de 40 000 francs. Effectivement, je le disais avant, il y a les coûts de forage qui sont assez conséquents et qui sont à prendre en compte. Chez Romand d'énergie, on a l'avantage de vous proposer le type de pompe à chaleur RO en système d'abonnement. Ça veut dire qu'en fait, vous payez simplement une mensualité par mois où tout est compris, c'est zéro souci. Et puis, c'est très simple. Et puis, ça peut vous éviter, par exemple, de devoir augmenter vos prêts hypothécaires ou autres pour ce type de spécification-là. Maintenant, à savoir que quand on va cliquer sur la pastille investissement, on peut comparer. Est-ce que tu peux cliquer sur la pastille investissement, s'il te plaît? Merci beaucoup. Quand on va cliquer sur l'investissement, on va pouvoir savoir en fait la période d'amortissement. Donc là, on voit en l'occurrence c'est 18 ans. On voit les économies par rapport au chauffage actuel, le coût annuel hein, entre le gaz et la pompe à chaleur. On fait 1300 francs d'économie. Et puis aussi, un critère qui est de plus en plus important, c'est les tonnes d'économie de CO2. Donc là, on voit qu'on est environ à 4 tonnes d'économie de CO2 par année par rapport à mon ancien système de chauffage au gaz. Si vous avez envie de prendre un rendez-vous technique pour faire une analyse de votre maison ou ne serait-ce qu'un conseil déjà, vous pouvez planifier directement un appel sur la page de Romand d'énergie avec un de nos conseillers qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions techniques. Voilà. Donc maintenant, on a parlé d'énergie thermique, de chauffage. On va passer à comment est-ce que je peux devenir finalement mon propre producteur d'énergie électrique. Donc bien sûr, je veux parler du PV. On voit ça commence à venir sur tous les toits des installations solaires photovoltaïques. Qu'est-ce qui va déterminer finalement le coût d'une installation? Le coût d'une installation, il va dépendre de la taille de notre bâtiment et de la consommation annuelle d'électricité de mon bâtiment. Ce qui va aussi fortement impacter votre consommation d'électricité, c'est votre système de chauffage. Si aujourd'hui je chauffe au gaz ou au mazout, a priori j'utilise un tout petit peu d'électricité pour faire fonctionner la chaudière. Par contre, si j'utilise un chauffage à radiateur électrique prise directe ou une pompe à chaleur, je vais utiliser un peu plus d'électricité. Donc, c'est en fait cette consommation qui va, enfin votre agent énergétique de chauffage qui va aussi déterminer votre consommation électrique. Et ce qu'on essaie de faire quand on fait une installation photovoltaïque, c'est de recouvrir en fait votre consommation annuelle d'électricité. Si vous avez envie de savoir un petit peu plus techniquement les différents types de panneaux photovoltaïques qu'on peut installer, comment c'est fabriqué, l'impact CO2, il y a le livre blanc qui existe. Vous pouvez cliquer sur tout savoir sur le photovoltaïque et puis vous pourrez avoir plus d'informations par rapport à ça. Maintenant, on a un outil chez Romand d'énergie qui va vous permettre rapidement de calculer le coût de votre installation photovoltaïque et puis qu'est-ce que vous pourriez autoconsommer et produire comme énergie. Donc là, c'est la même chose. Vous rentrez directement votre adresse d'habitation. Voilà. Vous pouvez sélectionner les pans de toit où vous voulez installer du photovoltaïque. Là, l'outil, il va vous directement en fait, vous faire une petite analyse. Il va vous montrer en fait quels sont les toits qui sont les plus propices à une installation photovoltaïque. Vous le voyez en bas où c'est marqué capacité de bleu à rouge. En fait, c'est le taux d'exposition de votre toit où c'est recommandé. Donc, les toits qui seront en rouge, c'est là où on va vouloir installer le plus de panneaux solaires photovoltaïques. Voilà. Donc là, on va sélectionner le pan de toit. Voilà, par exemple, celui-là, ça ira très bien. Nous allons mettre continuer. Il faut indiquer le système de chauffage, comme je le disais avant. Là, on a le chauffage de l'eau sanitaire qui est fait par le chauffe-eau électrique. Le système de chauffage de la maison, aujourd'hui, on va dire qu'on est chauffé avec une pompe à chaleur.
L'outil va directement vous rendre un estimatif de votre consommation d'électricité. Si vous avez de la vraie valeur, moi je vous recommande de la mettre. C'est la même chose que pour l'outil de la pompe à chaleur. Si vous avez votre consommation de gaz ou de mazout, il faut vraiment les indiquer, c'est des informations importantes. Là, on va considérer que c'est juste et on va mettre calculer votre système solaire. J'oubliais, vous pouvez aussi préciser en fait votre fournisseur d'électricité parce que les tarifs peuvent varier. Les tarifs de reprise de l'électricité que vous produisez peuvent varier d'un GRD à l'autre. Donc, on va calculer votre potentiel PV. Là, on va aller directement sur la page. Voilà. Donc, on va cliquer sur autoconsommation. Et là, c'est la page d'accueil en fait, sur laquelle vous allez arriver. Donc là, on voit que sur ce site, on a un potentiel de production d'environ 16 000 kWh que je vais pouvoir consommer moi directement 4 000 kWh et que je vais réinjecter sur le réseau environ 12 000 kWh. On voit que ça, c'est pour l'année complète. Et puis, si on veut avoir un détail de qu'est-ce que je vais produire en printemps, en été, enfin selon les saisons, on a des petites pastilles à droite qui nous permettent de sélectionner quelle saison et puis quel est le rapport avec ma production d'énergie solaire. Ensuite, on peut avoir un exemple d'une journée typique par rapport à notre maison. Donc, la courbe verte va indiquer la production, mais on voit le pic de consommation qui va se générer aux alentours de 14 heures et ensuite gentiment redescendre. Et puis, on voit à côté la consommation en fait, de l'énergie de notre maison. Voilà. Donc là, idem, on va pouvoir jouer sur les saisons pour pouvoir voir un petit peu les différents scénarios. Ensuite, sur le dernier petit logo, on va voir la rentabilité de notre installation. Donc, on voit ici l'installation complète et en bas, vous avez les chiffres clés du coût de votre installation. Donc là, on a sur une installation qui coûte environ 22 000 francs. Ici, tout est déduit, c'est vraiment le montant que vous payez. Donc, les subventions sont déjà prises en compte. Et puis, on voit le retour sur amortissement au bout de 30 ans en fait, de durée de vie de notre installation photovoltaïque. Voilà. Idem, si vous avez envie d'avoir un conseil, un rendez-vous technique, vous pouvez planifier un appel directement en ligne avec un de nos conseillers qui sera encore une fois un plaisir de vous conseiller au mieux. Voilà, donc maintenant on va revenir sur ces installations. Donc encore un thème qui devient important et qui se démocratise beaucoup, c'est la mobilité électrique. Et effectivement, aujourd'hui, on voit de plus en plus de voitures électriques. Comment est-ce qu'on se recharge? Est-ce qu'on va sur une borne publique? Est-ce qu'on installe une borne chez nous? Il y a plusieurs types de systèmes. Si j'habite en maison individuelle, si j'habite dans une propriété par étage. Donc c'est important de penser à ça parce que surtout qu'avec une borne à la maison, vous allez quand même recharger un coût 10 kWh qui sera beaucoup plus avantageux pour vous que sur une borne publique. Donc l'investissement pour une borne, elle est d'environ 2800 francs. Ça dépend si vous avez juste une seule borne, si vous avez un système intelligent. Et encore une fois, en fait, ce qui est aussi intéressant lorsque vous mettez une borne électrique, si vous avez du PV, vous allez augmenter l'autoconsommation, donc vous allez encore amortir encore plus vite finalement votre installation PV. Voilà. Donc, tout ce qui est question mobilité, la mobilité électrique, les types de véhicules qui existent, dans le livre blanc chez Romand Énergie, vous pouvez aussi trouver les différents systèmes électriques qu'on peut installer. Je pense autant aux aspects des véhicules qu'aux aspects des bornes. Je pense aussi notamment au PPE, où je sais que ça devient un peu plus compliqué parce que chacun veut installer sa propre borne individuelle. On a des systèmes intelligents qui permettent de piloter la charge et qui peuvent vous faire des économies sur des frais de raccordement également. Voilà. Quelques derniers conseils pour terminer cette présentation avant qu'on passe aux questions. Lorsque vous faites un projet de rénovation, pensez CECB+, pensez subvention. Sur le compte en gros, c'est primordial de penser à ce CCEB+, sinon il est possible que la subvention ne vous soit pas attribuée à la fin. Un point aussi important, quand on parle de subvention, il en existe une multitude. Je sais que c'est parfois compliqué de trouver les bonnes. Il y a le programme bâtiment qui existe. Pensez aussi à vos subventions qui sont dans votre commune. Il y a des communes qui ont des incroyables subventions pour les pompes à chaleur. Par exemple, vous avez mis un outil de recherche qui vous permet en quelques clics de trouver l'ensemble des subventions disponibles pour le système que vous aimeriez installer. Ça, c'est un point très important. Monitorez vos consommations énergétiques avant de rénover. Si vous avez la possibilité de le faire, c'est toujours intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut voir l'effet des mesures qu'on a mis en place. Et puis, lorsqu'on fait un projet de rénovation, forcément, on a des mandataires, on a des partenaires. C'est parfois compliqué. Je vous recommande de confier le mandat de rénovation à un expert qui puisse lui gérer, comparer les devis, car des fois, je sais que c'est un petit peu compliqué de faire de la comparaison de devis très techniques lorsqu'on n'est pas forcément du métier. Voilà, donc moi, j'en ai terminé. On va maintenant passer aux questions.
Donc, merci de votre attention et on est disponible pour toutes les questions. Excuse-moi. Alors, on va commencer avec une question pour Sandrine. Un des participants nous demande si j'hérite d'une maison. Est-ce que vous financerez le prêt dont j'ai besoin ainsi que les rénovations que je souhaiterais faire? C'est une très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, les personnes deviennent âgées et c'est vrai que dans les personnes âgées, il y a pas mal de propriétaires qui viennent et qui disent, mais j'aimerais transmettre ça à mes enfants, mais par contre, il y a besoin énormément de rénovation et pour être dans la tendance énergétique également. Donc, pas de souci. Bien sûr que Retraite Populaire finance ce genre de prêt. De nouveau, on fera exactement ce que je vous ai montré au niveau du plan de financement. On prendra la maison comme bien propre puisque c'est une donation des parents à leurs enfants. Ensuite, on calculera, on demandera des devis pour tout ce qui concerne les transformations, mais on pourra le financer sous forme de prêt hypothécaire et pour une partie de crédit de construction. Merci Sandrine. J'ai également une question pour Brian. J'ai acheté une maison qui date de 2001. Est-ce que je peux obtenir une subvention pour le CECB+? Alors malheureusement, sur le canton de Vaud, vous ne pouvez pas obtenir de subvention pour le CECB+, au-delà des années 2000 en fait. Si le permis de construire a été émis avant les années 2000, vous ne pouvez pas obtenir de subvention pour le CECB+. Merci. Une autre question pour Sandrine. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus précisément ce qu'on entend par nantissement? Oui, bien sûr. Le nantissement de la caisse de pension, en fait, c'est que vous allez mettre en garantie votre caisse de pension auprès de l'institution financière qui va vous octroyer le prêt hypothécaire, en l'occurrence la retraite populaire. Ça veut dire que la retraite populaire a comme garantie votre caisse de pension. S'il y a un problème que vous ne pouvez plus payer vos intérêts hypothécaires, à ce moment-là, retraite populaire pourra aller chercher dans votre caisse de pension pour le remboursement du prêt. Merci. Une autre question pour Brian. Comment se déroule un CECB et à qui puis-je m'adresser? Alors pour répondre à qui puis-je m'adresser, donc comme je le disais, vous pouvez cliquer dans la slide du CECB, je vous ai mis le lien hypertexte sous le petit logo CECB qui vous amène directement sur le site du cecb.ch, le site officiel. Et sur ce site, vous trouvez la liste de tous les experts qui sont certifiés CECB et qui peuvent vous faire un CECB. Ensuite, vous pouvez aller sur le site de Romande Énergie et vous pouvez faire une offre directement en ligne qui est valable pour réaliser un CECB. Maintenant, comment se déroule un CECB? Concrètement, vous avez un expert qui va venir sur place, donc à vos lieux de domicile, et qui va faire une analyse de votre maison, qui va vous demander de vous fournir les plans de construction, un bilan sur les consommations énergie du passé, et puis à la suite de toutes ces informations qu'il va collecter, il va vous faire une analyse, il va identifier les points faibles, et il va vous restituer un rapport conseil à votre domicile aussi, durant une séance qui dure à peu près 1 heure, et vous allez pouvoir justement là savoir comment entreprendre votre rénovation énergétique. Voilà comment ça se passe concrètement. Merci. Une autre question pour Sandrine. J'ai 55 ans. Je souhaite acheter une maison. Est-ce que vous allez quand même me financer mon prêt hypothécaire? Alors oui, bien sûr. Alors on va calculer en fait la seule différence par rapport au plan de financement que je vous ai lu, que je vous ai montré avant. On va calculer les revenus que vous aurez à la retraite et on va regarder si vous pouvez supporter la charge hypothécaire. Merci. Une question pour Brian. Faut-il demander le CECB à l'achat d'une maison pour éviter les mauvaises surprises? Alors, c'est une excellente question. Donc, sur le canton de Vaud, sur le canton de Fribourg, sur certains cantons, c'est obligatoire de fournir le CECB lorsque vous allez devant le notaire. En fait, le vendeur doit vous fournir le CECB, c'est une pièce, sinon vous ne pouvez pas conclure la vente sans le CECB.
Maintenant, le CECB, il va vous donner une analyse, une appréciation énergétique de votre bâtiment. Il va le classer, comme je le disais, de A à G, et vous allez pouvoir comprendre en fait l'efficacité énergétique de votre bâtiment. Maintenant, quand on achète une maison, par exemple, de 1990, qui n'a jamais subi de rénovation énergétique, il est normal qu'on ait une lettre qui sera aux alentours de E, D, ça dépend un petit peu de la typologie de construction. Mais oui, c'est une bonne chose parce que ça va vous rendre attentif sur l'efficacité énergétique de votre maison. Par contre, techniquement, le CECB ne va pas vous apporter, va pas forcément identifier un défaut dans la structure du bâtiment. Voilà. C'est vraiment lié sur l'énergie et l'efficacité énergétique. Merci. Une question pour Sandrine. Est-ce que la maison des parents peut être prise en garantie d'un prêt hypothécaire pour un enfant qui souhaite acheter son logement? Alors, de nouveau, il y a deux possibilités. Je dirais plutôt que là, il faudrait augmenter le prêt hypothécaire des parents et faire une donation de cette liquidité qui est arrivée chez les parents aux enfants. Et puis, pour que les parents puissent augmenter leur prêt hypothécaire, ben, ça dépendra de leur situation financière, donc qu'ils aient les revenus nécessaires par rapport à la charge, on va dire, théorique. Et puis de l'autre côté, il faudra que la valeur de la maison corresponde au montant du prêt demandé en augmentation, ce qui est de toute façon le cas vu qu'on a vu que les prix de l'immobilier étaient en forte hausse actuellement. Donc ça, en général, c'est pas un problème. Merci. Une question pour Brian. De quel type de subvention puis-je bénéficier si j'achète une pompe à chaleur? Vous pouvez bénéficier d'une subvention cantonale, du programme bâtiment de votre canton en question, et aussi éventuellement d'une subvention de votre commune. Donc ça, c'est très important d'aller vérifier ça. Souvent, on a tendance à passer à travers et à ne pas y penser. Maintenant, il va exister différents types de subventions pour votre pompe à chaleur en fonction en fait de l'état énergétique de votre bâtiment et surtout en fait de la technique. Est-ce que vous avez simplement un chauffage qui est actuellement au gaz ou au mazout et un système de distribution par le sol ou pas? Donc, ça dépend de plusieurs éléments. Si vous avez un chauffage complètement électrique et que vous devez refaire la distribution, en fait, vous allez avoir une subvention pour la pompe à chaleur en soi, vraiment physiquement la pompe à chaleur, mais également aussi une subvention pour construire en fait le réseau de distribution. Ça, c'est par exemple l'exemple que vous trouvez sur le canton de Vaud. Moi, je vous recommande d'aller voir le programme bâtiment de votre canton et d'aller aussi jeter un petit coup d'œil sur le site de votre commune. Merci, Brian. Encore une question pour Sandrine. Est-ce que vous financez le prêt hypothécaire pour une construction qui a lieu en Suisse, mais qui est effectuée par une entreprise étrangère, donc une entreprise étrangère qui effectuerait les travaux? Voilà. Ce qui est important, c'est déjà bien que le bien immobilier soit normalement dans le canton de Vaud, dans les cantons limitrophes, comme je l'ai expliqué dans la présentation. Et puis pour l'entreprise étrangère, de préférence, on va plutôt travailler avec des entreprises suisses. De nouveau, il faut voir le cas de figure. C'est difficile comme ça de dire oui ou non. Il faut nous le présenter et on peut étudier la chose. Ok, encore une question pour Sandrine. On parlait de l'âge avant. Y a-t-il un âge maximum pour avoir un prêt hypothécaire? Alors non, ce qui est toujours principal, c'est en fait que ce sera toujours par rapport à votre situation financière. Donc si vos revenus à la retraite sont assez importants pour supporter la charge théorique de votre hypothèque, nous pouvons rentrer en matière. Et là aussi, Retraite Populaire aujourd'hui va chercher toujours une certaine flexibilité pour cette clientèle-là et des solutions, de la créativité. On a aujourd'hui les possibilités de le faire. Ok. Encore une dernière question pour Sandrine. Aujourd'hui, vu la situation actuelle du marché, est-ce que c'est toujours une bonne idée d'acheter un bien si on en a la possibilité? Alors, deux choses, effectivement, on a vu que les prix avaient fortement augmenté sur le marché immobilier. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas la boule de cristal pour savoir si ça va continuer. Mais ce qui est important de savoir en termes immobiliers, si vous avez les moyens et que vous avez envie, que vous avez l'âme du propriétaire, que vous avez un coup de cœur, oui,
Parce que l'immobilier, c'est quand même un investissement sur le long terme. Par contre, si c'est pour acheter, pour faire du rendement, aujourd'hui, on arrive à des prix assez élevés. Par contre, si c'est pour votre propre résidence principale ou secondaire et que vous avez l'intention d'y rester, oui, c'est encore intéressant parce qu'à contrario, les prix sont élevés. Par contre, comme on l'a vu, le marché des capitaux, donc le coût des intérêts hypothécaires sont extrêmement bas et ça depuis déjà quelques années. Donc, 1,1% bloqué à 10 ans sur 1 million, 11 000 francs de charge, ce qui représente à peu près 1 000 francs par mois, oui, ça reste intéressant. Maintenant, ça dépend vraiment par rapport à votre optique et à vous. Et pour quelle raison vous faites cet achat immobilier. Alors, merci à tous les deux. On va arrêter le question-réponse ici. S'il y a des questions auxquelles il n'a pas été répondu, on y répondra personnellement aux gens. Ça marche, merci. Très bien, je remercie chacune de la participation à ce webinaire. Et comme a dit Brian, nos conseillers de retraite populaire également se tiennent à disposition pour toute question relative aux prêts hypothécaires. Merci Sandrine.